nous sommes au centre Alésia, Paris 14e, pour la première de Gossip d'Aimé Danse Avenue. C'est une émission où plusieurs invités répondent à des questions du public au sujet d'une thématique qui est choisie par Aimé Danse. Et la thématique du jour, nous recevons pour répondre à cette question, à cette thématique, 5 invités à qui je vais demander de se présenter. Alors, je démarre avec le micro. Bonjour, moi c'est Maïsane, je danse à l'Académie Salsa-Bor de Paris avec mon partenaire qui est à côté, qui va se présenter lui-même. Je fais des danses de couple depuis une 20aine d'années et bien avant ça, j'ai fait une 10aine d'années de danse classique. Voilà. Bonjour, donc je suis le partenaire de Maïsane, Didier. Je suis le directeur de l'Académie Salsa-Bor à Paris. Je danse depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et voilà, on est surtout spécialisé dans tout ce qui est danse afro-caribéenne, donc salsa, bachata, kizomba, cha-cha, etc. Bonjour, je suis Estelle Gouillet, je suis professeure de danse et chorégraphe. Je fais du modern jazz, du hip-hop et de la danse en talons. Et j'ai été danseuse professionnelle pendant 10 ans. Bonjour, je suis Christelle Pradel, je suis coach et préparateur mental. J'accompagne des gens en développement personnel qui sont en phase de difficulté ou en phase de changement. Je suis content de m'exprimer. Bon, Christophe, j'ai un parcours plus académique, entre guillemets, plus traditionnel de danse. Donc j'ai toute une base de danse classique sur laquelle j'ai tout de suite construit un métier de scène en tant qu'artiste de jazz. J'ai bossé dans le show business pendant 25 ans, j'ai 25 ans de scène et dans cette sphère-là, j'ai pratiqué des tas de disciplines différentes. Et j'ai fait notamment beaucoup de pas de acrobatique. Sinon, sous notre spécialité, maintenant j'enseigne des claquettes, maintenant je suis plus sur scène, ou très occasionnellement, j'enseigne des claquettes, et sinon j'ai bossé dans des boîtes connues comme le Lido, les Folies Bergères, sinon en télé, en théâtre, beaucoup de croisières, enfin blablabla, quoi. Et donc beaucoup de choses, un vaste parcours qui me permet d'avoir un regard intéressant parce que j'ai des tas de compartiments différents. Et pour ce qui est des danses en couple dans votre sphère, j'ai pas mal fréquenté ce monde-là pendant un temps. On doit connaître des gens en commun comme les Massaro, Sef Cartès, Mouaz, est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà. Bon, c'est des gens, pour la petite histoire, qui m'avaient contacté parce qu'ils voulaient faire des portées acrobatiques pendant un temps. Alors, on a bossé ensemble comme ça pendant pas mal de temps. Voilà. Je vous pose donc une première question. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, le machisme ? Il y a une définition académique du dictionnaire, c'est quand il y a un postulat de supériorité de l'homme sur la femme à raison de son sexe. Voilà, c'est le machisme, c'est pas plus que ça, entre guillemets. Après, il y a un comportement, éventuellement, qui va avec. Mais je suis supérieur parce que je suis l'homme. Voilà, ça c'est le machisme. À la base, c'est ça. Alors, à peu près d'accord avec Christophe, et pour le coup, dans toutes les sphères et tous les domaines que ça peut impliquer, donc que ce soit pour les danses de couple dans le lead, que ce soit dans la façon d'aborder des négociations ou un positionnement professionnel ou quoi que ce soit, vraiment dans tous les cadres. Alors pour moi, le machisme, bien évidemment la définition, c'est celle qu'en a donné Christophe. Mais je dois dire que moi, je vis le machisme, en tout cas la conception que j'en ai, elle a évolué avec le temps. C'est vrai qu'au départ, j'avais cette conception un petit peu inconsciente liée à mon éducation. Les hommes font ça, les femmes font ça. Bon, alors, dans un référentiel, on ne se pose pas plus de questions que ça. Et après, l'évolution professionnelle, c'est vrai que les discussions, les hommes ont des postes à responsabilité, puisque j'ai travaillé dans un boulot classique, on va dire ça. Et les femmes, souvent, sont des assistantes, des secrétaires. Donc, c'est une caricature. Hein. Mais ce n'est pas une question que je me suis plus posée que ça avant la danse. Et pour être un peu plus court, au début, c'est vrai, danse de couple. D'ailleurs, c'est ce que je dis encore aujourd'hui en termes sous forme de boutade. Le garçon, il guide et la fille, elle suit. C'est l'apprentissage que... C'est bien, on est dans le thème. Oui, non, mais c'est clairement ça. Sauf qu'au fur et à mesure, avec le recul que j'ai aujourd'hui,
C'est clairement pas ma conception, a largement évolué pour se stabiliser, je crois, à quelque chose qui est assez... je ne suis pas dans une logique égalitaire au sens où on l'entend, en droit, etc. Mais je crois vraiment qu'en l'occurrence, pour la fixer dans la danse de couple, c'est vraiment une information, une impulsion qui est donnée, qui peut être donnée. Donc on peut parler de l'idée, ça, l'intention de départ. Mais par contre, la partenaire, donc la femme en l'occurrence jusqu'à présent, elle a un travail au moins équivalent à faire dans ce que j'appelle moi la traduction. C'est pas juste je suis, parce qu'en réalité on ne fait pas la même chorégraphie. Une même impulsion ne va pas donner la même chose que je la guide à Maysan ou à un autre partenaire. Il y a vraiment cette sensation d'équilibre et de complémentarité. Donc voilà, c'est pas. Si la question c'est ce que ça évoque pour moi, moi ça évoque. Le mot me va très bien. Je crois que les hommes ont des prérogatives parce que c'est des hommes, c'est pas des femmes, c'est juste ça. Et les femmes ne sont pas des femmes. Par contre, il y a de l'équilibre et de la complémentarité. Donc aujourd'hui, mon niveau de danse, en tout cas ma conception de la danse, elle est centrée là-dessus. Alors, mes collègues ont été très précis. J'ai pas grand-chose à rajouter dessus. Je trouve que la définition de Christophe me paraît très, très juste. Et après, oui, en tant que femme, pour nous, forcément, le machisme, on a peut-être une vision un petit peu plus négative dessus parce qu'on subit plus que eux qui sont pas forcément acteurs, hein, bien évidemment. Mais ouais, non, pour moi, ça serait plutôt une question d'éducation où on a été éduqués à être plus en dessous de l'homme, à moins parler, moins facilement prendre la parole et faire beaucoup moins de choses que les garçons qu'on va tout le temps encourager à faire les choses plus que les femmes. Donc, voilà. Alors, pour moi, le machisme, ce serait déjà d'une part une attitude, mais aussi un positionnement, dans le sens où on pourrait aussi l'assimiler, par exemple, à l'autorité, à une autorité qu'un individu prend à travers ce mot, et qui, bien sûr, là, notamment, surtout approprié aux hommes, mais qu'on peut aussi retrouver chez la femme d'un autre côté. Donc je dirais que c'est plus une attitude, un positionnement, et en même temps, derrière aussi, on pourrait y mettre une croyance. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, oser ? Alors pour moi, oser, je dirais que qu'il y aurait une notion de lâcher prise sur le fait d'affirmer quelque chose et de se dire là, il faut que j'ai suffisamment confiance en moi pour lâcher prise et pour oser entreprendre quelque chose. Donc à mon sens, ce serait ça. Alors pour le coup, oser, j'irai un chouï plus loin quand même. C'est alors effectivement avoir une confiance en soi, mais je rejoins Christophe sur tout ce qui est culture en amont. Pour le coup, certaines femmes n'ont pas besoin de lâcher prise ou de chercher cette confiance en elles. C'est vraiment un positionnement de me dire bon, j'y vais. Et puis quand on doit se dire j'ose, c'est que là on est quand même dans une position où on se minimise complètement et non, on n'a pas le droit, on peut pas. Il va falloir que je pousse des barrières, que je me débatte dans ce monde qui est pas sous une autorité simple, quoi. Donc il va falloir que je me démène alors que ce soit contre moi-même ou contre les autres. En tout cas, il y a ce cheminement-là. Je suis d'accord. Les hommes n'ont pas le droit de parler, c'est ça ? Interdit. Tu peux mettre les mots là, c'est la mise en prix. Voilà, exactement. Je suis française, quand même, Christelle, pardon. Non, merci. Alors, oser, je rejoindrai effectivement le point de vue de la confiance en soi, mais effectivement aussi au-delà, dans le sens où ça demande du courage de oser. Et c'est vraiment aller chercher son être profond et se dépasser de ce que l'on est à un instant T. Et c'est ça qui me fait dire aller chercher du courage. C'est vraiment oser, c'est faire preuve de courage en se dépassant de là où on en est à un instant. Aussi, du coup, ça rejoint ce que disait Maïssa. Tout à fait, oui. Ah, oui.
C'est dans ce sens-là que je vois. Mais ça demande aussi de la confiance qui peut se travailler en amont pour justement arriver à se dépasser et aller vers ce que l'on souhaite pouvoir vivre. Quelles sont selon vous les conséquences de ne pas oser, justement? Déjà Ah, les hommes peuvent parler. Non, je rigole. Alors, justement, je trouvais ça intéressant. Les conséquences de ne pas oser, alors, elles sont multiples au final. Et en tout cas, pour moi, elles sont toujours dommageables. Enfin, c'est dommage de ne pas oser. C'est toujours dommage. Alors, en plus, on fait des métiers de scène, d'enseignement, on est toujours... Il faut oser. Par contre, ce que je constate, puisqu'on est dans le sujet, c'est vrai, et vraiment, la thématique m'a fait réfléchir plus profondément quand je le fais, parce que je suis quand même bien porté sur ces questions-là. C'est que, à un homme, dans le milieu que je connais, les hommes ne se posent pas, en tout cas, pas de façon si évidente, la question d'oser. C'est-à-dire, ils veulent danser, ils veulent donner des cours, enfin, je sais pas, ils veulent créer des choses, ils y vont. Alors, bien évidemment, il y a des parcours personnels qui font qu'ils sont obligés de faire appel à du courage. Sans doute, le contexte éducatif n'a pas favorisé ça, peu importe. Mais les femmes, c'est souvent, et à tel point souvent que les femmes qui osent sont tellement peu nombreuses pour qu'elles soient remarquables assez rapidement. Je parle dans le milieu des danses de couple. C'est une idée préconçue machiste, ça? Non, pas du tout, puisqu'en réalité, je suis entouré de femmes, pour le coup. Je suis entouré de femmes, mais ça n'est là. Mais voilà, j'ai eu plusieurs partenaires dans mon parcours, et c'est assez distinct. Enfin, sur 4 que j'ai pu en avoir, il va y en avoir une qui ose facilement, qui même est qui ose facilement. D'ailleurs, elle est aujourd'hui, je pense à elle, directrice d'une école de danse, de couple, etc., etc. Et les autres ont toujours cette tendance, ça ne veut pas dire qu'on ne réussit pas, ça veut dire qu'il y a toujours cette recherche de se poser la question. Est-ce que je suis légitime à? Est-ce que je vais pouvoir? Et en fait, donc c'est des échanges qu'on a. Et moi, je trouve que... alors, est-ce que c'est en tant qu'homme? C'est vrai que j'ai un garçon et une fille. C'est vrai que mon garçon, il est téméraire. Je l'encourage à sauter partout. J'essaie de verrouiller. Ma fille, c'est vrai, j'avoue. Si elle court un peu trop vite ou si elle court un peu trop vite, j'aurais tout tendance à dire attention. Alors, je me rends compte de ça. L'éducation. Donc, l'éducation, non, mais c'est sûr, c'est certain. En tout cas, le constat à date, c'est que, et dans le périmètre que je connais, il est clair que oser dans la danse est toujours important, enfin pour moi, et qu'après, oui, c'est du courage, il faut y aller. Et je retrouve ce besoin plus souvent chez les femmes que chez la gente masculine. Non, moi, je voulais juste compléter sur le fait d'oser aller en cours de danse, parce que moi, j'ai une expérience un peu différente. J'ai du mal à avoir des garçons dans mes cours collectifs. Parce que, comme sociétalement, c'est moins accepté qu'un garçon danse, surtout pour les danses solo. Du coup, ils ont beaucoup plus de mal à se dire « Ok, là, il faut que je saute le pas, que j'aille en cours collectif. » Et du coup, c'est des élèves que je retrouve en cours particulier, parce qu'on n'a pas le côté regard des autres et tout. Ils savent que là, il n'y a personne qui va se moquer d'eux, personne va même savoir qu'ils prennent des cours de danse. Donc oui, pour moi, il y a une grosse notion à l'inverse sur ce cas-là, des hommes qui n'osent pas aller en cours de danse. Alors que chez une femme, ça va être naturel... sauf peut-être sur certains types de danse, comme je pense la pole dance, ou peut-être les cours de danse en talons, etc., où c'est un peu plus difficile. Mais sur un cours de danse normal, pour une petite fille, par exemple, c'est totalement basique d'aller dans un cours de danse, alors que pour un garçon, ce sera un peu plus compliqué. Et c'est bien dommage. Oui, mais nous, on veut des garçons dans les cours. Oui, bon, alors je crois qu'il y a déjà la notion d'oser ou de ne pas oser, c'est déjà une question très générale qui concerne la société humaine dans son ensemble. Si on n'ose pas, on se limite, c'est évident. Quand on se limite, c'est pas bon, évidemment. On passe à côté de tas d'opportunités. Ça vient d'une image qu'on a de soi-même où je ne peux pas faire ceci, je n'y arriverai pas pour des raisons X, Y, Z qui sont très souvent fausses. Pas toujours, on peut être très lucide sur soi-même, mais très souvent, c'est ça qu'on constate. Je rejoins ce que tu as dit là sur donc qu'on voit dans les cours de danse, qui est un objet d'étude sociologique incroyable. Enfin, moi, j'ai découvert le monde dans l'enseignement depuis 10 ans, par exemple, parce qu'avant, j'étais sur scène, etc. J'ai découvert le monde des amateurs, que je ne connaissais pas.
Et ça a été pour moi une déflagration de voir, je pourrais en parler 2 heures, sur comment les gens sont à côté de leur corps et surtout toutes les limites qu'ils s'imposent de ce fait, consciemment, inconsciemment, ça j'en sais rien, il y aurait toute une étude à faire. Mais ce que tu as dit par exemple sur les gens qui n'osent pas, moi je le vois effectivement en face de moi, tous ces gens qui sont d'emblée, ils viennent quand même, alors beaucoup de femmes à 99%, ça je suis bien d'accord aussi, je regrette profondément, je trouve que c'est une catastrophe, mais ça c'est le résultat d'une conscience sociétale diffuse. En France, un mec ça fait du foot et une fille ça fait de la danse, alors que la France est un pays de danseurs au 19e siècle. Bon, comme quoi les choses changent, autre étude sociétale à faire, sociologique. En tout cas, je vois donc des femmes qui viennent quand même, mais qui sont vraiment perclues de complexes. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis vilaine, je suis ceci, je suis cela. Enfin bon, moi, la liste est interminable. Et notre boulot, c'est de leur dire, mais non, tu peux. En fait, nous sommes les coachs. En fait, on est souvent bien plus coach que prof de danse. Et bon, ça, tout le monde le voit. Hein. Et donc voilà, on en revient à la chose de base, c'est que quand on n'ose pas, eh bien, on se limite et on se fait du mal. C'est aussi bête que ça. Et nous, dans le monde de la danse, effectivement, on le voit énormément. Voilà, dommage. Oui, effectivement. Alors, le mot dommageable, effectivement, il est très fort et je vous rejoins tous sur ça. Et c'est vrai que la conséquence, elle est énorme dans le sens où ça touche vraiment la personnalité. C'est-à-dire la conséquence de ne pas oser. J'ai pu constater, par exemple, dans la danse, en accompagnant un homme, de voir... Alors, il y avait deux points différents, en fait. En accompagnant un homme, on pouvait voir qu'au niveau de la personnalité, ça ne ressortait pas encore vraiment le fait de ne pas oser, mais par contre, ça venait toucher énormément les capacités. Et ça, c'était en demandant, mais qu'est-ce qui se passerait si vous ne pouviez pas inviter la danseuse ? Mais c'était la fin du monde, en fait. C'était je ne peux rien faire. Je suis complètement perdue, je dois partir d'ici, en fait, je dois quitter la piste. Et il y avait vraiment une perte de capacité. Une femme, dans le même contexte, c'est plutôt, son expression, c'est plutôt de dire, en fait, je ne sais plus qui je suis. Je n'arrive pas à oser, du coup, je perds qui je suis. Je ne découvre pas ma personne. Alors qu'en allant justement sur la piste, il y a vraiment une découverte de soi, dans la profondeur de son être. Et la danse, c'est vraiment... c'est l'art de l'expression. Et le corps et le langage, à travers le geste, fait que justement la personnalité va vraiment s'exprimer. Et l'homme, c'est plus en termes de capacité, parce qu'effectivement, c'est souvent des danses de guidage. Après, pas toutes les danses, mais il y a vraiment de l'ordre de la capacité. Alors peut-être que dans la notion du machisme, on pourrait retrouver ça aussi peut-être à un certain niveau, du fait que ce soit dans l'éducation ou dans la culture, il y a un moment donné où la posture elle-même va venir aussi exprimer ce sentiment de capacité. Donc le fait de ne pas oser, ça peut être vraiment dommageable et avoir des conséquences énormes pour les personnes, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Je voudrais juste dire, en fait, le lien que je fais avec oser. Oser, c'est vraiment large, hein, les conséquences, bon, ça, c'est pas. Mais je me rends compte que ça pointe dans les danses de couple, encore une fois, et dans les danses afro-caribéennes, parce que c'est quand même un contexte. Hein, je suis caribéen, j'ai le côté culturel, la pression, donc éducative. Mais l'homme, il doit être fort. Donc, en fait, quand ils viennent, ils essaient, ils se mettent des barrières parce que s'ils n'arrivent pas à bien danser, en tout cas à bien guider, d'ailleurs, leur but, c'est plus de bien guider que de bien danser au départ. C'est-à-dire parce qu'il faut qu'ils soient en capacité d'inviter la fille et d'être à la hauteur. En fait, il y a toujours ce côté un petit peu, je dois être à la hauteur. Et les filles, parce qu'on disait c'est dommageable, et il y a un côté chez les filles, parce qu'il y a 2 tiers de filles, 1 tiers de garçons, hein, dans nos pratiques, il y a toujours ce côté, alors je schématise un petit peu, la fille doit être gentille, docile. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on l'invite, puisque ne serait-ce que ça, moi j'insiste sur le fait que les filles doivent inviter, parce que c'est des danses sociales aussi, des danses d'improvisation. Donc on sort en soirée et on danse beaucoup. Donc en gros,
le machisme, il va aussi là. Hein. C'est l'homme qui invite et la femme dit oui ou dit non. Et à ce côté, la femme ne se sent pas de dire non, même si... Enfin, ouais, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Et elle ne va pas, du coup, oser parfois dire non, alors que, pour le coup, peut-être qu'elle devrait. Admettons que quelqu'un soit pas respectueux ou qu'elle n'ait pas envie. Voilà, exactement. Ou elle n'a pas envie, est-ce qu'elle a mal aux pieds, je ne sais pas. Et elle ne va peut-être pas oser dire non pour ne pas froisser, pour ne pas... Donc, ça reboucle quand même avec beaucoup de notions. La dimension oser revêt plusieurs costumes en fonction des personnalités, des contextes, etc. Mais il y a quand même un lien avec le machisme. Moi, j'associe ça vraiment à l'éducation. Culture et éducation, les deux étant liés. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez vécu quand vous avez osé et quand vous n'avez pas osé? Alors moi, la première chose qui me vient, c'est en 2004, quand j'ai monté ma compagnie de danse, pour le coup, en tant que femme. Alors je ne me suis pas posé la question j'ose ou j'ose pas. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais fait un truc assez extraordinaire, pour moi-même déjà. Donc j'avais fait partie d'un groupe pendant 2 ans auparavant et j'avais pas envie, le projet s'était arrêté, j'avais pas envie de m'arrêter là et je me suis dit il faut faire quelque chose, je vais mettre en place ce qu'il faut pour... Et je me suis retrouvée dans un monde avec un partenaire, pour le coup c'était moi qui avais le lead sur mon partenaire. Pendant 10 ans, j'ai pris le lead. Au bout de 10 ans, je me suis dit, ça ne me convient pas en tant que femme. C'est pas quelque chose qui me va de devoir toujours... c'est pas me bagarrer pour une position, c'est être dans une énergie. Alors moi, je suis très dans l'énergie, la médecine un peu traditionnelle. C'est pas une énergie qui me correspond, de devoir aller tout le temps au-devant des choses, de devoir tout construire et structurer. C'est pas pour moi, en tout cas. Il y a des femmes à qui ça va, mais personnellement, je pense que l'énergie d'une femme n'est pas faite pour ça. Mais je crois vraiment que c'est pas une question... Pour le coup, je suis au-delà de l'éducation et de tout ça. Hein. C'est la nature énergétique humaine. Enfin, chaque groupe d'animaux ont leur corde, voilà, exactement. Et les humains, je pense que les femmes ont en tout cas, n'ont pas besoin d'être tout le temps en construction et en je vais montrer ou en... Voilà, cette énergie... nous, les femmes, on est plutôt posées, on est plutôt... voilà. On prend le temps. Si elles ne le sont pas, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait dans leur féminité, je pense, ou en tout cas dans leur équilibre énergétique. Voilà. Donc j'ai cherché, moi, par rapport à ma compagnie, à travailler tout ça, à dépasser, à oser me dépasser pour aller chercher tout ça. J'ai cherché plein de solutions, j'ai essayé plein de choses. J'en suis arrivée à la conclusion que pour moi, pas forcément pour toutes les femmes, mais en tout cas pour moi, et je respecte les femmes qui dépassent complètement et qui explosent dans cette mise en avant-là. Pour moi, ça correspondait pas. Donc j'ai repris une position où là, j'étais plus pas en retrait, mais je me suis un peu posée, j'ai pris le temps de regarder, de dire ça je veux pas, voilà. Donc pour le coup, je suis arrivée avec un partenaire qui prend le lead, qui a ce côté macho, et un vrai macho, mais dans le bon sens du terme pour le coup, parce que communication, parce que c'est pas je suis intimidée, j'ose pas faire quoi que ce soit, on se prend la tête, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. J'affirme mes convictions et ma position. Voilà. Alors,
moi, je trouve que ce qui a été dit juste avant est vraiment très intéressant, mais encore une fois, c'est intéressant d'ailleurs de voir comme toutes les discussions, on part du particulier et crac, on arrive à du général. Ça, c'est systématique. Et on pourrait faire 50 émissions sur chaque chose. Alors, je vais revenir un peu dans le sujet vraiment du jour, je vais compartimenter. Moi, j'ai noté quelques exemples de mémoire d'avoir osé là où éventuellement j'aurais pu ne pas oser, avec des conséquences évidemment négatives sans avoir osé. Alors je repense par exemple, donc j'ai fait beaucoup de portées acrobatiques. Alors, les portées acrobatiques, pour faire simple, c'est donc ce que font les patineurs sur la glace, mais nous on le fait au sol, voilà, avec tout. Fille à bout de bras, sur un bras, avec les rotations. C'est ce qui nous différencie des circassiens. Les circassiens sont statiques, nous on tourne, hein, l'hélicoptère, le machin, le bidule, etc. Donc ça cousine avec ce que vous faites, c'est encore un petit peu autre chose. C'est la sphère à deux, mais avec un peu d'autres techniques. Donc, j'étais en plein entraînement là-dedans il y a des années de ça. J'ai vécu 15 ans de ça, hein, donc c'est quand même un long parcours de vie professionnelle. Et un jour, j'étais dans un lieu à la campagne, je me reposais. J'étais en plus, comme par hasard, complètement cassé en deux. J'avais une clavicule qui avait bougé, ça c'est mon ostéopathe qui me l'a dit. J'étais comme ça, je ne pouvais même pas enlever un t-shirt. Coup de téléphone de Paris, ma partenaire de l'époque, avec qui donc, on commençait le travail, on avait un entraînement débutant, enfin voilà, me dit on vient d'être appelé par une compagnie de croisière, celle pour laquelle on avait auditionné, ils veulent qu'on parte hier. Voilà, c'était toujours comme ça avec cette compagnie, c'est une compagnie américaine. Alors, et moi j'étais comme ça, et elle commençait à me dire, elle osait un peu moins, elle me dit mais on n'est pas prêt, etc. Et moi j'étais cassé en deux, et j'ai dit si, on y va, on fonce, je vais me déchirer la carcasse, parce que c'est ma nature, mais on y va, et on va faire le boulot. Et on l'a fait, et puis grâce à ça, on a travaillé des années pour cette compagnie. Si j'avais pas eu cette capacité à dire j'emmerde le monde et moi-même et ma clavicule, on serait probablement passé à côté de quelque chose. Deux autres exemples sympathiques. La mère de mon fils, qui était enceinte comme ça de mon fiston. Il y a eu un film il y a quelques années de Châtilliez qui s'appelait Agathe Cléry. Voilà, donc il avait recruté beaucoup de gens pour des tas de scènes de danse. Elle était enceinte comme ça et c'était bien stipulé. On cherche tout type de gens, tout type. Et elle de dire mais non, mais regarde, je suis comme ça, je vais jamais, ça va marcher. Je dis si, va auditionner parce que ils cherchent tout type de gens, et en plus, tu es une danseuse, quand on te regarde de dos ou de face, tu es toujours aussi mince, il faut vraiment regarder de profil. Et ça, peut-être, tu peux convenir. Mais non, mais si, elle y est allée, elle a eu le boulot. Voilà, deuxième exemple. Troisième exemple, une jeune fille avec qui je travaillais, elle a auditionné pour Découflé, qui est un chorégraphe connu, enfin, qu'il a été maintenant peut-être un peu moins, et elle a eu le boulot, je vais un peu dire grâce à moi. Pourquoi ? Parce que on s'entraînait en pas de deux aussi, et j'ai dit, écoute, on va à l'audition, je vais bien dire à l'audition que c'est toi qui auditionnes, et tu vas auditionner comme danseuse, etc., bien sûr, pour Découfler. Mais en plus de ça, il y aura peut-être le petit plus qui va faire la différence. On va présenter un travail de pas de deux acrobatique, et je vais dire à Découfler, voilà ce que cette jeune fille a pu faire en 2 mois de boulot, ce qui était vrai. Donc, preuve qu'elle apprend vite, preuve qu'elle est volontaire, preuve de tas de qualités professionnelles. Ça a fait la différence. Voilà, elle a été prise, elle a bossé pour Découfler. Voilà ce que c'est que, concrètement, d'avoir osé dans ce métier, indépendamment de l'existence. Alors moi, je te rejoins, Christophe, sur ça. Ça serait vraiment sur le fait d'avoir obtenu des jobs. Moi, je pense à un truc en particulier. J'étais à Los Angeles quand j'avais 19 ans pour prendre des cours. Je m'étais dit, je pars 6 mois, je prends juste des cours et puis on verra. Et en fait, on m'a proposé un premier plan et j'étais très surprise de me dire, bah merde, je peux bosser là-bas. Et après, je me suis dit, pourquoi je n'oserais pas aller en casting, en fait, si on me propose d'y aller. Et j'ai fait mon premier casting là-bas, j'étais comme ça, et j'ai booké mon premier plan là-bas. Et c'est ça où je me suis dit, putain, mais en fait, si j'avais jamais osé aller en casting, jamais j'aurais commencé à travailler là-bas, etc. Mais il a fallu qu'on vienne me chercher quand même d'abord. Sinon, de moi-même, c'est sûr que j'aurais jamais cherché à auditionner sur ça. Mais voilà, il fallait le petit coup de pouce pour se dire, allez, on y va. Le déclic ensuite. C'est ça, ouais. Alors, moi, j'ai un exemple qui est beaucoup plus terre à terre. Je commençais à danser, enfin, je dansais déjà depuis en amateur, en fait, parce que j'ai commencé comme ça, la salsa. Et j'ai commencé à aller en soirée quelques mois après mes premiers cours. Et vous imaginez bien, une boîte bien connue à l'époque, et c'est rempli. Vous arrivez dans cette boîte de nuit, il y a des danseurs et des danseuses beaucoup plus expérimentés, plein les yeux. Et il y avait toujours cette logique un petit peu, la cabine du DJ, tout autour il y avait les bons danseurs, et plus vous éloignez, plus vous avez
les néophytes ou les débutants. Donc forcément, moi, surtout, je vais là. On était un petit groupe. Et puis un jour, je danse, je progresse. Et puis un jour, je traverse la pièce. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je traverse la salle pour aller inviter l'une des danseuses, à l'époque, avec mes yeux de l'époque, l'une des meilleures danseuses, en fait, qui était réputée. Alors, c'est elle était accrochée à la cabine. Hein. D'accord. Donc, c'est dit, voilà. Et je me dis, bon, c'est bon, je peux enchaîner 2-3 pas et je vais l'inviter. Oh là là, elle m'a regardé des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et elle m'a dit non, mais... Elle m'a dit non. Alors là, j'étais au milieu de la piste. Les gens n'avaient pas encore. Je suis retourné me cacher. J'espérais que la foule se referme sur moi rapidement. Et pendant plusieurs semaines, j'ai continué à danser dans mon coin. Et je sais pas, quelques temps après. Donc ça, c'est j'ai osé et ça n'a pas payé. En tout cas, pas à court terme. Et quelques temps après, je pense qu'elle s'était dit c'est qui celui-là, elle sait pas. Et elle a peut-être, parce que j'y allais quand même régulièrement. Et un jour, c'est elle qui a fait la démarche de traverser la piste de l'autre côté. Et à ce moment-là, j'ai été surpris. Je lui ai regardé de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et puis, j'ai accepté son invitation. Elle m'avait invité à danser. Et j'ai accepté son invitation. Et du coup, voilà, à partir de là... voilà. En tout cas, c'était l'anecdote où moi, ça, c'est ce qui me reste sur la dimension osée. Après, la plupart du temps, je me pose... J'ai des doutes. J'ai souvent des doutes, mais pour des choses qui... c'est plutôt attrait à la lucidité. C'est pas... Ou à ce que j'aime faire ou pas. Par exemple, je n'aime pas en tant que je pense que tous les artistes devraient avoir un agent, quelqu'un qui parle d'eux. Par exemple, souvent, quand vous allez sur un événement, on vous dit dis-moi ce que tu veux dire. Je peux pas dire je suis le plus grand danseur de la planète, etc., etc. Je trouve que c'est quelque chose qui, voilà, je pouvais avoir du mal. Après, j'ai compris que je me mettais des barrières là où il fallait pas. Donc ça va mieux, mais voilà, ça a trait plutôt à ça. Mais sinon, si j'estime que je dois faire quelque chose, ben, je me pose pas la question vraiment d'oser ou pas. Donc du coup, je l'observe chez les autres, les limites, les élèves. Les danseurs, je peux l'observer, et je suis admiratif, je vais finir avec ça, je suis assez souvent admiratif, alors à double tranchant, des femmes dans notre milieu qui tiennent les rênes. Vraiment admiratif, parce que je sais ce qu'il faut. Il y en a quelques-unes, elles ne sont pas nombreuses, en tout cas, elles ne sont pas nombreuses. Et par contre, ce que je déplore, c'est que c'est souvent, j'ai remarqué, au détriment une femme, ce n'est pas un homme. On n'a pas besoin de diriger sur les mêmes codes que l'homme. Et ça, c'est une erreur fatale pour moi. On flétrit, elles ont souvent plus de vie, et puis on regarde en arrière, avec le temps, on s'aperçoit. Et je trouve qu'une femme peut diriger. C'est assez agréable d'être dirigée par une femme avec les codes d'une femme. Ce n'est pas une femme qui cherche à faire comme un homme, mais une femme qui ose ou qui assume qui elle est pleinement. Trois fois, 4 fois, 10 fois, non. Et même, je dis, ça devrait être constamment comme ça. Enfin, je veux dire oui. Enfin, ça ne me pose pas de problème. Et que les... Non, ça ne me pose pas de problème et je ne comprends même pas que ça puisse poser un problème. Mais du coup, il faut que je le dise, là-dedans, on peut faire référence à une société machisme, la virilité, enfin tout ce qu'on veut, mais je crois que les femmes ont aussi leur rôle... Alors, l'éducation, mais je crois que les femmes ont aussi leur rôle à jouer là-dedans, en fait. Et pour ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que déjà... j'associe pas forcément machisme et leadership. Parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Et j'ai pas une connotation négative du machisme. En gros, fais ci, fais ça. C'est pas de l'autoritarisme. Enfin, ça, c'est plutôt un problème d'ego. Et même... bref, voilà. Moi, je suis pour
l'explosion du charisme de tout le monde, des hommes comme des femmes. Par exemple, j'ai une partenaire. Moi, je veux qu'elle soit au top, qu'elle soit vue, je veux qu'elle soit regardée pour ce qu'elle est, une femme. En gros, j'ai pas envie que ma partenaire, qui est une femme, soit regardée comme si elle était un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas faire offense aux femmes, c'est qu'on a des prérogatives et des attributs qui nous sont propres, enfin, qui sont spécifiques à ce qu'on est, et elles ont des prérogatives. Je ne pourrais jamais être une femme, je n'y aspire pas, alors, voilà, et elle ne pourra jamais être un homme. Donc pour le coup, ça ne me pose pas de souci. Par contre, ce qui peut me poser souci, c'est que une femme, je vais le dire, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est très clair dans mon ressenti, une femme, ça me gêne quand elle essaie de définir son charisme ou son leadership par rapport à des critères ou des attributs masculins. Voilà, ça me pose problème. C'est-à-dire que, parce que c'est toujours mal fait. En fait, c'est toujours mal fait quand on n'est pas aligné. Par exemple, ça peut paraître bête, mais, et ce n'est pas une excuse, mais les hommes ont une façon de faire un peu rentre-dedans. On va dire un peu rentre-dedans, un peu dominatrice, peut-être parce que physiquement, etc. etc. Bon, mais je suis directrice, enfin j'ai une directrice, si j'ai une directrice, je veux dire, elle aura plus d'impact sur moi en me disant les choses de la façon dont que je lui connais, c'est-à-dire de façon calme et posée, sans essayer de... En gros, voilà, c'est une dispute éclate. Si une femme avance vers moi comme si elle allait me taper, ça va je caricature pour comprendre, mais ça va me poser un problème. Déjà, je vais réagir, pas parce que c'est une femme, je vais réagir parce qu'elle avance pour me taper. Donc je vais me mettre en mode, on va se taper. Et alors que ce n'est pas cohérent pour moi. Je peux tout à fait écouter ce qu'on a à me dire, et c'est valable pour un homme aussi, hein, dans l'absolu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette volonté de vouloir dire que déjà le charisme, ce n'est pas le pouvoir, l'autorité, ce n'est pas le pouvoir, déjà c'est des choses, mais c'est que non, on peut dire les choses avec douceur, mais qu'elles soient 10 fois plus percutantes qu'en aboyant comme un mec le ferait basiquement. Alors je sais que ça peut sembler caricatural ou même misogyne, oui. Mais voilà, ça me pose vraiment problème. Maintenant, si une femme, enfin, je n'accepte pas l'idée, par exemple, même dans la rue, qu'une femme vous tape et que parce que c'est une femme, il ne faut pas la taper. Alors pourquoi elle me tape? Alors je n'accepte pas d'un homme qui me tape non plus, mais c'est vrai que j'aurais moins de scrupules à rendre des coups à un homme qui me tape, c'est vrai. Alors maintenant, on peut remonter. Mais je ne vois pas pourquoi elle viendrait me taper. Elle peut me dire ce qu'elle a à me dire. Et c'est charge à moi d'entendre et d'écouter et d'agir correctement aussi, en fait. Je crois que chacun doit être à sa place et complémentaire. Mon père, ce n'est pas ma mère ce n'est pas mon père. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça, mais bon. Après, les hommes peuvent aussi aller dans la douceur sans forcément taper. Bien évidemment, et c'est pour ça que mon propos peut sembler problématique, parce qu'en fait, derrière, l'idée, c'est la violence, c'est pas une réponse, etc., etc. Mais il est évident que je ne réagis pas comme Messane. Alors on peut dire que c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que son tempérament est ce qu'il est. Mais il y a des ressentis. Je veux dire, j'ai de la testostérone en masse, elle a plutôt des oestrogènes. Je veux dire, il y a un type de réaction qui en tout cas, auquel moi, je ne m'attends pas. Voilà, c'est peut-être plus ça, je peux le personnaliser, auquel moi, je ne m'attends pas. C'est juste ça. Non, c'est juste... Pour moi, les propos que tu as eus sont machos, parce qu'en fait, tu définis ta réaction par rapport à ce qu'on vient te dire ou te faire, par rapport au genre qui est en face de toi. Donc tu vas réagir différemment parce que c'est une femme, et pas parce que l'action te fait réagir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, tu attends d'une femme qu'elle soit douce et calme, et que si elle a un problème avec toi, elle te le dise de façon un peu plus gentille, etc. Parce que tu pars du principe qu'une femme va être douce et calme, alors qu'il y a des femmes qui vont être très rentre-dedans, mais ça n'a pas... elle a le droit d'être comme ça, malgré le fait que ça soit une femme. En fait, c'est là où ça devient un petit peu... Non, mais c'est pas le fait... En gros, il faut pousser jusqu'à la bagarre. Rentre dedans, avec les mots, ça me pose pas de problème. Mais oui, c'est pas...
En fait, non, le blocage, il va venir si elle vient me taper et que moi, je me retrouve face à une situation où je ne suis pas non-violent ou pro-violent. C'est-à-dire que je ne pourrais pas taper une femme. Mais ça va pas, pourquoi elle me tape, en fait? C'est pas qu'elle n'a pas le droit, c'est juste qu'elle est une femme. Moi, on ne tape pas une femme, donc c'est machiste déjà. Au final, si elle peut agir comme n'importe qui, je dois pouvoir agir comme n'importe qui, quel que soit le genre. Et c'est à moi que ça pose un souci, en fait, ce type de comportement. C'est pas elle, c'est pas le fait de lui reprocher qu'elle vienne me taper ou pas, même si le fait de taper, c'est volontaire. Hein. Mais moi, je peux pas taper une femme. Et donc, c'est pas cohérent pour moi. Donc, je fais quoi? Et moi, mon ego fait, je me laisse frapper dessus, etc., etc. Donc, je comprends ce que tu dis, mais j'essaie de pointer quelque chose qui est plus sensible que comme j'arrive à le verbaliser, en fait. Alors, pour le coup, je vais rebondir un peu sur tout ça et ramener une énergie un peu plus féminine. Les hommes ont ce qu'on appelle le côté yang, c'est le côté très mouvement, feu, qui va agiter les choses. Donc je trouve ça plus normal qu'un homme ait besoin de faire de la boxe, d'aller courir, de taper dans quelque chose, parce que c'est une énergie qui lui est propre, qui est vraiment essentielle pour lui. Une femme a moins ce besoin, c'est beaucoup plus en profondeur, on est plus posé, comme je le disais tout à l'heure. C'est plus calme, donc à partir du moment où on va dans ce côté mouvement, dans ce côté machin, c'est qu'on va vers notre côté masculin, c'est un peu généraliste et mal dit, mais on va vers ce côté qui n'est pas dans notre réel équilibre. Donc pour le coup, quand une femme se pose en position bonhomme, c'est qu'elle met en branle des choses en elle qui ne sont pas essentielles pour elle, donc elle est, je pense, pas tout à fait juste avec elle-même à ce moment-là. Voilà ce que je voulais dire. En fait, il y a aussi le fait qu'on soit, que ce soit un homme ou une femme, on est fait de deux polarités. Et j'ai parlé d'énergie aussi, effectivement. Pour avoir une expérience dans les arts martiaux, que j'utilise aussi dans mes accompagnements, il y a vraiment cette connotation d'énergie masculine et féminine. Le masculin, si on prend par rapport aux armes, le travail qu'on fait dans l'aïkido, parce que c'est l'aïkido que je pratiquais, dans l'aïkido avec les armes, on a par exemple ce qu'on appelle le boken, qui est un sabre en bois, et là c'est une énergie vraiment feu, une énergie de matérialisation. Et je vois aussi, on peut voir ça aussi dans les accompagnements de danse sensitive. On a aussi ce côté feu qui ressort dans les gestes que l'on peut faire, l'enchaînement de plusieurs gestes pour pouvoir faire un accompagnement, par exemple, avec un ensemble, un groupe, pour valoriser le groupe, pour le mettre en avant. Et ça, en fait, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il y a vraiment ces deux polarités. Après, il y a une polarité qui va peut-être être plus dominante que l'autre. Et quand il y a agression, par exemple, ou quand il y a un geste de trop, comme à un moment donné c'était présenté, c'est vraiment dire, c'est quelle polarité qui, là, prend le dessus. Parce qu'en réalité, on est envoyé à ce que l'on a besoin, en fait, de rééquilibrer, parce que, comme disait Mélissa, de parler de rééquilibrage. Et si c'est la polarité féminine qui doit être rééquilibrée, forcément, il va y avoir un appel à ce rééquilibrage. Si c'est la polarité masculine, ça va être pareil dans le même sens. Et donc, du coup, est-ce qu'on va recevoir la fluidité? Je parlais du boken par rapport au sabre en bois avec la force, de la puissance de feu et du masculin. Avec un bâton qu'on appelle le jo, c'est plutôt la fluidité, c'est la force de l'eau, en fait. Voilà, on va vraiment aller dans le geste de la fluidité. Et là, on ne va pas appeler la même énergie. Et donc, du coup, c'est en fonction des interactions qu'il peut y avoir par rapport à l'interlocuteur que l'on a, et que ce soit dans la danse, dans la vie ou dans tout autre domaine, le travail, n'importe quoi, c'est laquelle polarité on va venir chercher et à quoi on fait appel, en fait, dans l'attitude aussi, dans le comportement. Je vais juste faire une petite parenthèse sur une question posée qu'aux hommes. Il faut bien voir que les femmes ont pris le pouvoir, quand même. Hein. Oui, vous pouvez être très envahissante. En plus.
Alors, il y a tellement de choses qui ont été dites avec lesquelles d'ailleurs je partage totalement en partie. Il y a toujours des tas de détails à donner, mais on n'en finirait plus. On est passé beaucoup au général que j'évoquais tout à l'heure. On a un peu quitté la sphère du spectacle et de la danse. Alors je vais un peu revenir dedans avec mes petits trucs particuliers. Alors pour ce qui est du leadership féminin, alors par exemple, moi j'ai fréquenté beaucoup la revue. J'ai beaucoup travaillé en revue, pas que, mais beaucoup, qui est vraiment le monde du spectacle de la danse où la femme est magnifiée. Il y a la meneuse de revue, il n'y a pas de meneur de revue historiquement, enfin je crois pas, j'ai pas entendu parler. Il y a des monsieur loyal, et non pas des monsieur loyaux, mais des monsieur loyal, mais il y a une meneuse de revue. Et autour, ça sert la soupe, entre guillemets, pour faire simple. Hein, les boys servent la soupe. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça, au contraire, j'adore. Et la question, c'est pourquoi j'adore ça. Alors là, je vais revenir sur ce qui a déjà été dit pratiquement partout, et je pense, pour résumer assez justement, là j'ai pris des notes, hein, j'aime bien faire ça, je pense que si chaque être humain est bien dans sa peau, qu'il soit homme ou femme, alors qu'est-ce que c'est qu'être bien dans sa peau, hein, on pourrait partir sur... Voilà, on fera une autre émission. Alors voilà, bref, pour faire simple, s'il est bien dans sa peau, s'il est conforme à peu près à sa nature, alors dans la nature qui a été évoquée, d'ailleurs il y a des sportifs, là, notamment le boxeur qui a parlé, ce qui était très intéressant, les hommes, statistiquement parlant, ont quand même plus de force que les femmes, statistiquement parlant, même si apparemment il y a des exceptions, que je ne souhaiterais pas rencontrer d'ailleurs, honnêtement. Ce qui m'a fait penser et écrire, d'ailleurs que je reconnais, qu'il y a dans mes goûts esthétiques, c'est un peu un pléonasme, enfin bref, dans mon esthétique, il y a des activités très genrées. Par exemple, les femmes qui font de la boxe, elles ont tout à fait le droit, bien sûr, socialement, mais ça ne me plaît pas. Je n'aime pas voir des femmes se taper dessus. Je ne dis pas que j'aime voir des mecs se taper dessus, mais je trouve que c'est un peu plus ce que tu disais, un peu plus dans l'ordre naturel des choses. Voilà, je reconnais, on peut gloser là-dessus, mais c'est comme ça. Donc, tu parlais tout à l'heure, toi, c'est un truc très intéressant sur le rapport homme-femme. Je pense avoir compris le fond de la pensée, je ressens la même chose. Lorsqu'il y a une rencontre avec une femme, quelle qu'elle soit, voilà, surtout une femme de poste, de pouvoir quelconque, voilà, peu importe quoi, si elle adopte une position d'opposition à raison de ma masculinité, ce qui arrive. Voilà, il y a des femmes qui se positionnent comme ça. Alors après, le psychologue expliquerait pourquoi, parce que papa, parce que maman, ça c'est entre guillemets un autre sujet. Mais le fait est que on sent qu'il y a une espèce d'hostilité. Je suis une femme, c'est un mec, il va me faire chier. Ça existe, hein, ça existe. Là, tout de suite, évidemment, j'ai tendance moi-même un peu à monter sur mes grands chevaux, mais c'est très naturel. C'est parce qu'il y a une opposition et en plus qui m'agace dans les fondements, j'avoue. Pourquoi ? Parce que je suis un mec, que je suis un emmerdeur. Donc, etc., etc. Par contre, quand on a deux êtres humains qui se rencontrent, qui sont l'un en face de l'autre, qui collaborent, qui coopèrent et qui ont en fait des qualités grosso modo équivalentes, hein. Je ne crois pas que la douceur soit spécifiquement féminine. Tu as dit tout à l'heure très justement qu'il y a des hommes qui peuvent être très doux. Je pense à pas mal d'égards en être un exemple, si je puis dire, mais je peux aussi envoyer une baffe si on me fait chier. Je pense que, voilà, il y a les deux. Et éventuellement, je n'exclus pas. La seule raison pour laquelle les femmes peut-être frappent un peu moins, je crois que c'est la testostérone et la force physique naturelle qui est ressentie instinctivement. Un mec aura plus facilement tendance à se laisser aller le moment venu, parce qu'il se dit de toute façon, j'ai les muscles, alors pourquoi ne pas m'en servir? Alors après, on peut gloser sur le côté moral de l'affaire, mais ça c'est déjà une autre histoire. Donc j'en reviens un peu au monde de la danse. La revue, par exemple, c'est vraiment la célébration de la femme, c'est structuré comme ça, et tout va très bien, Madame la Marquise, tout le monde est heureux de ça, parce que c'est la femme magnifiée pour ce qu'elle a de beau en elle-même. Alors qu'est-ce que c'est que beau en elle-même? Elle est bien dans sa peau, elle est belle dans ses qualités féminines physiques, mais aussi dans ce qu'elle dégage. Alors qu'est-ce que c'est que, et peut-on quantifier ce que c'est qu'un dégagement féminin? Je pense qu'on y arriverait avec quelques efforts. Pareil, un homme bien dans sa peau dégage une certaine masculinité. Qu'est-ce que c'est? Peut-on quantifier la masculinité bien dans sa peau? Je pense qu'on y arriverait, mais c'est pas simple. En tout cas, quand tout le monde est bien dans sa peau, il y a une complémentarité de fait que tu décrivais, qui est très juste, qui est de fait. On peut la quantifier aussi, on peut faire de la philosophie, c'est possible. Après, il y a d'autres compartiments de la danse où là, on retrouve des oppositions et avec des entrants de la culture en amont. Alors là, j'ai noté par exemple, moi ça je l'ai peu vécu, bon, j'ai fréquenté pas mal le tango argentin pendant un temps.
Je sais que dans le tango argentin, par exemple, l'autorité féminine n'est pas commode, parce que l'argentin de tango argentin pur et dur, qui peut être un danseur merveilleux, c'est le mec qui tient, et souvent ça crée des complications dans le travail, même si en apparence sur scène, waouh, c'est magnifique, mais alors en amont, les chaises volent. Hein. J'en ai connu un comme ça, qui est un des plus grands danseurs de tango argentin, c'est Pablo Verón, un type fantastique, mais alors bosser avec lui, c'était chaud. Et je prends un autre exemple qui est la danse classique, qui est assez intéressant, parce que pendant très longtemps, la danse classique, 19e siècle, début 20e, était vraiment la célébration de la femme. Le bonhomme s'agitait un petit peu à droite à gauche, avec plus ou moins de brio. Alors on vient me dire, oui, mais il y avait Nijinsky. Oui, bon, d'accord, enfin, il y en a eu quelques-uns. Mais il était surtout le porteur et le valorisateur de la femme dans le pas de deux, les filles, les pointes, les machins, très bien, magnifique. Et puis, il y a eu quand même un moment où, pas que Nijinsky, mais d'autres sont venus. C'est assez intéressant parce que ça va dans le sens de ce que vous avez dit. Il y a eu un repositionnement masculin en disant l'homme peut être autre chose que le porteur. Pour faire simple, tout ça sont des schémas simples, hein, on peut toujours creuser et voir du détail. Il est autre chose que le porteur et qui vient faire un peu de batterie de temps en temps pour meubler quand madame n'est pas sur ses pointes. Non, il est aussi un danseur à part entière. Magnifique, avec ses qualités d'homme. Et la qualité d'homme, c'est d'exploiter notamment la force physique, normalement, en général, supérieure à celle de la femme. Qu'est-ce qu'il fait ? Il saute. Il faut qu'il donne l'impression qu'il n'a plus envie de descendre, etc., etc. Et la danse classique, en fait, au bout d'un moment, on est arrivé à un rééquilibrage. D'ailleurs, on peut discuter maintenant s'il n'y a pas un déséquilibre à nouveau. Ce serait une vraie question. Voilà. Mais ça s'est rééquilibré pendant longtemps. C'est Nureyev qui a fait ça, hein, que je sache historiquement. C'est lui qui a remis les choses à hauteur. Et chacun avait sa place, dans sa spécificité, bien dans sa peau, bien dans sa psychologie, idéalement. Et ça fait, in fine, une complémentarité magnifique. Voilà. Il est... Oh là là. Je crois là on dépasse très largement le monde de la danse. Je pense qu'il existe, ça remonte à la nuit des temps, j'en sais rien, mais en tout cas il y a des milliers d'années. Je pense que la force physique a un rôle dominant dans cette instauration. C'est-à-dire si on remonte aux tribus telles qu'on les imagine, parce qu'on n'y était pas, peut-être plus les tribus dans les peut-être plus en Occident ou en Afrique aussi, on peut l'imaginer, où la force physique a un rôle majeur. Voilà, faut attraper une grosse bestiole pour bouffer. Il y a un moment où j'ai plus de muscles que l'autre, c'est plus facile, même si la tête et la ruse, on le sait, a un rôle énorme, parce qu'attraper un mammouth avec ses petits bras, ça le fait pas, même qu'on soit un homme ou une femme. Donc il fallait des pièges, des tas de trucs, des tas de cerveaux. Mais en tout cas, il y a un moment où la force physique a une espèce d'évidence de fait, sans même parler des guerres et des conflits. Je parle juste d'évidence dans les choses positives. Voilà, disons les choses positives. Bon, défendre la tribu aussi, si on remonte à la nuit des temps, c'est plutôt le mec qui va s'interposer. C'est un peu dans la logique aussi, parce qu'il est plus fort physiquement. Et là, on est au conflit, hein, tu connais. Bon. Donc, il y a une espèce de bon sens. Et de là, alors, si on accumule comme ça avec la nuit des temps, il peut y avoir eu ce que j'appelle un défaut, un abcès qui s'est greffé là-dessus, qui est que comme c'est moi qui ai les muscles et que c'est moi qui assure la nourriture du clan et qui défend physiquement le clan contre l'agresseur, pour faire simple, c'est moi qui ai raison. Voilà, entre guillemets. Et là, j'appelle ça un glissement psychologique. Non, mais ça s'est installé comme ça, je ne dis pas que c'est juste. Ça s'est installé comme ça. Moi, c'est un peu comme ça que je vois l'origine du machisme. Voilà, c'est tout. Je vais juste te dire un truc que j'ai oublié tout à l'heure de dire. À titre personnel, un truc important, j'ai un idéal en moi, l'idéal de la reine. J'adore les femmes qui ont de l'intelligence, qui sont belles, qui sont bien dans leur peau. Non, mais c'est intéressant comme illustration, parce que quand une femme est bien dans sa peau et qu'elle en plus elle est belle, etc., j'adore ça. J'ai aucun problème. Je n'ai des problèmes qu'avec une femme qui va me regarder comme mec, potentiellement emmerdeur, à raison de mon zizi. Voilà, je voulais le préciser, j'ai oublié de le dire. Christophe, je partage tout à fait ce point de vue. Vraiment, tu as verbalisé correctement. J'adore les femmes reines, c'est-à-dire qui s'assument comme femmes pleines et entières, et avec l'intelligence, tout ce qu'on peut prêter, etc. Pour revenir plus précisément sur la question de pourquoi le machisme existe, je partage ton point de vue. Ça a été démontré. Est-ce qu'on peut parler de démonstration ? Effectivement, au départ, force physique, il faut chasser, il faut manger. L'homme, c'est celui c'est la force. La femme gère l'organisation. Les hommes, ils ne font pas d'enfants.
On s'aperçoit que les femmes, elles doivent faire du cocooning, etc. Et puis, il y a sans doute des choses qui sont mises en place. Et finalement, le machisme, c'est un résidu. Pour moi, il reste deux résidus d'un déséquilibre. Alors, il y a le déséquilibre homme-femme et il y a le déséquilibre adulte-enfant dans nos sociétés. Et on s'aperçoit, en tout cas, alors après, je n'ai pas fait une étude hyper, mais tout ce sur quoi je m'informe, c'est que de plus en plus, on entend parler des droits de l'enfant. Alors, parfois, on peut, etc., etc. En tout cas, de la personnalité de l'enfant. Ce n'est pas juste voilà, c'est une personne en devenir, mais qui a une conception, et on n'a pas le droit de taper, enfin, il y a des choses, et ça va, dans les 50-100 années qui vont venir, ça va encore évoluer. Et le machisme, en fait, je le vois plutôt comme un résidu du déséquilibre. À partir du moment où nos sociétés ne sont plus fondées sur la force physique, parce que c'est ça, on n'a plus besoin de la force physique. Il y a la police, on peut entendre des trucs, mais la sécurité est censée être assurée pour le bien de tous. Il y a des gens qui sont dédiés à ça. Donc maintenant, les hommes et les femmes sont pleinement égaux. Ils ont une intelligence équivalente. Ils ont tout le... Ils ont toujours eu, mais dans des sociétés... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout restait sur le fait, comme c'est la sécurité qui est importante, manger, boire, dormir, etc., c'est celui qui a la force, et tous les hommes, il y a des hommes hyper chétifs, hein, il y a des hommes où c'est... Mais c'est la majorité l'emporte, et voilà, il y a un côté homme, force, voilà, il protège, et donc c'est comme ça. Maintenant que la notion de sûreté et de protection a été transférée à la police, ben, au final, on peut être plein et entier et ne plus se soucier de cette problématique. Donc, avec l'évolution, le machisme, il va disparaître inévitablement. Et on voit même comme tout ce qui disparaît, il y a encore des sociétés, je ne vais pas citer, je ne vais pas entrer dans les trucs religieux, mais c'est vrai qu'il y a encore des religions qui érigent un peu cette espèce de domination, ce système de domination de l'homme sur la femme. Mais en fait, les crises qui sont générées annoncent la fin, justement. Et ça va se faire à prix de sang, hein, mais ça annonce la fin. Ça annonce la fin. Je veux dire, à un moment donné, les chrétiens l'ont fait. Ève, c'était une sous-partie de Adam. Maintenant, les chrétiens ont résolu à peu près le problème. Bon, les juifs, il y a encore... pour être juif, c'est par la mère. Enfin, je veux dire, finalement... les sociétés arrivent à rééquilibrer. Et même moi, aujourd'hui, je vous parle de danse. Et j'ai la conviction que la danse de couple, d'ailleurs, je dis toujours, l'homme, il protège, enfin, mais ça peut dire, l'homme, il assure la sécurité, il gère le placement, la protection de la danseuse, il ne faut pas qu'elle se prenne un mur, il ne faut pas qu'elle se prenne le partenaire, etc. Et la fille, elle est pleine et en lèvres pour être reine, belle, s'affirmer, etc., etc. Et donc, chacun son rôle, chacun ses prérogatives. Et en fait, ça fonctionne très bien en équilibre, hein. Donc, bon, voilà. En fait, juste par rapport au fait que l'homme, il est là pour protéger, l'homme, il est là pour faire attention à la danseuse, ça, je pense que chaque individu est dans la responsabilité de son propre être et de son propre faire. Et même s'il y a un ensemble dans la danse entre le partenaire et la partenaire, c'est quand même aussi, la danseuse est aussi dans la position où elle peut faire attention à l'environnement du danseur. Et c'est pas approprié uniquement au danseur de faire attention à la danseuse, ça peut être aussi à la danseuse de faire attention au danseur et à son environnement, parce qu'on peut voir sur les pistes de danse, par exemple, que des danseurs sont pris dans le guidage, alors, ok, ils sont avec leur danseuse, ils font attention à la danseuse, mais ils ne font absolument pas attention à l'environnement, et eux-mêmes vont se mettre en danger. Et donc, du coup, on ne peut pas approprier un rôle à une personne. C'est vraiment, je pense, en termes de responsabilité de chacun. Oui, donc, en réalité, bien évidemment, le fait de dire... On est quand je dis dans le travail, la notion de responsabilité privilégiée ou prioritaire, ça ne veut pas dire que la fille elle s'abandonne et qu'elle ne se soucie pas de sa sécurité. C'est juste que, et je maintiens ça, le garçon, et je lui dis, si tu fais tourner une fille, tu lui fais faire 5 tours
et que tu fais pas attention, tu vois arriver quelqu'un et que la fille est en train de tourner, je veux dire, à un moment donné, elle est en train de tourner, elle a des choses à faire, son spot, son machin, son gainage et tout, si elle doit encore, ce qui n'est pas possible, enfin, c'est pas possible, elle doit encore se soucier du fait que tu l'emmènes dans le mur, alors... Ce sera au détriment de la qualité du gainage des tours. Ah bien sûr. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est des caricatures, c'est des schémas, ce que je fais. Mais pour dire, effectivement, même s'il y a une dimension rééquilibrage, qui se rééquilibre d'ailleurs de fait, hein, au final, les carrières des filles, je parle maintenant du spectacle, hein, du haut niveau, les carrières des danseuses, pour tout un tas de raisons, un homme peut avoir une carrière longue avec 3 ou 4 partenaires différents, voire plus, hein, je veux dire, tandis que les femmes, elles ont tendance à avoir une carrière relativement restreinte. C'est-à-dire qu'il y a un lead qui se reprend par cet aspect-là, mais il n'empêche que, moi je parle en termes boulot, en termes de trucs, il y a vraiment des prérogatives prioritaires. Je veux dire, je guide, je dis, bon, s'il y a quelqu'un qui me vient dessus, d'ailleurs, dans les compétitions de danse, on le voit très bien, excuse-moi, c'est 1 mètre. Hein. Dans les compétitions de danse, on le voit, en tout cas, il doit être alerte sur ces problématiques-là. Je fais un porté, la fille doit se gainer, doit faire son truc, elle ne se soucie pas de retomber. Elle doit me faire confiance sur le fait que moi, je ne dois pas faillir sur le fait que je dois la réceptionner en douceur, etc., etc. Si elle tombe, on ne va pas lui demander à dire oh, tu aurais pu faire attention aussi. C'est plutôt dans ce sens-là. Hein. Maintenant, bien évidemment, c'est pas 0 ou rien. Mais on est quand même d'accord sur le fait que ce soit le rôle de l'homme ou le rôle de la femme, quelles que soient les prérogatives, le degré d'importance est le même. Donc à partir de là, il n'y a pas de... parce que si la femme ne gagne pas, ne machin, le truc, hein, on est aussi en partage de cacahuètes. Voilà. Donc il y a un niveau d'importance qui est pareil. Donc je reviens sur le fait que moi, ce que j'ai entendu des deux hommes, pour le coup, c'est vraiment un discours contemporain avec l'éducation sociétale de la société patriarcale. Et pour le coup, vraiment, quand à l'époque de la préhistoire, quand j'y étais, les hommes allaient chasser, oui, parce que physiquement, il y avait plus de force, etc. C'était plus facile pour eux de tuer les mammouths, etc. Mais les femmes avaient aussi leur rôle d'autant d'importance de tenir la baraque, entre guillemets, et de donner naissance aux enfants, etc. etc. C'est juste comment on positionne, voilà, c'est comment on positionne l'importance de l'action. Pourquoi ce serait plus important de savoir chasser que de tenir la baraque avec les gosses à la maison? En fait, sur le côté, les hommes qui chassent et les femmes qui sont à s'occuper des enfants, etc., c'est malheureusement faux, messieurs, puisque voilà, les dernières études ont prouvé qu'en fait, à l'époque, c'était des hommes qui faisaient ces études-là et qui partaient du principe que s'ils voyaient des gros os avec beaucoup de muscles, c'était forcément des hommes. Sauf que maintenant, la science a évolué et on a des outils beaucoup plus poussés et ils se sont rendus compte qu'en fait, ces gros os et ces gros muscles, merde, c'était des femmes. Donc, oui, je sais, Christophe, ça te fait crisser, mais quand toi, tu as dit à l'inverse, forcément, moi, ça m'a fait réagir. Mais en fait, du coup, on a une société qui est basée sur cette croyance qui est malheureusement fausse. Et on a du coup toute une réponse à ça qui s'est inscrite. Et on est encore en 2021 à penser ça. Et maintenant, on peut tout remettre en question et de se dire, en fait, on a toujours tout reposé sur cette histoire de force physique, alors qu'à la préhistoire, ce n'était pas le cas. Alors bien sûr qu'il devait y avoir des hommes avec plus de force, etc., tout comme il y a des hommes qui en ont moins que certaines femmes, etc., mais on n'est vraiment pas dans le schéma l'homme qui chasse et la femme qui s'occupe des enfants. Ça, c'est une époque qui a révolu. Alors, je réfute totalement cette hypothèse. C'est une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, c'est absolument pas démontré. Non. Alors, non, mais les scientifiques sont pas Dieu, mais moi j'ai une pensée pour des tas de raisons. Avant de faire de la danse, je voulais faire des fusées, donc je connais bien la question. Donc non, le raisonnement scientifique fait partie de mon fonctionnement. Donc certains scientifiques disent que voilà, c'est pas Dieu, ils peuvent se tromper, ils ont des éléments, un argumentaire, ce qu'on appelle. La réponse n'est pas définitive du tout. J'oppose à ça de manière simple que tout ce que l'on peut voir des sociétés traditionnelles actuelles, en Amazonie et
Alors en Afrique, je ne sais pas s'il y a encore des tribus qui chassent les lions. Moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. En Amazonie, on le voit encore, ce sont les hommes qui chassent. Bon, alors pourquoi est-ce que c'était pas vrai à la préhistoire et pourquoi est-ce que ce serait vrai maintenant? Non, moi j'ai vu des images de mes propres yeux, des Africains qui avalaient après un lion, c'était pas des femmes, et de nos jours, à la Sarbacane, ce sont des mecs qui vont chasser dans la forêt. Donc pourquoi est-ce que ça aurait changé alors que c'est un contexte traditionnel de survie par la chasse? Pour moi, il faudra me l'expliquer. Voilà. Et en l'attente de cette explication, je réfute l'affirmation que tu viens d'évoquer. Maintenant qu'il y a eu des femmes qui chassaient, en complément d'eux, pourquoi pas. Mais ce que je viens d'évoquer déjà est un argument quand même qui mérite considération, c'est le moins qu'on puisse dire. Je reviens en amont de la question. Je crois qu'il y a eu un malentendu. J'ai bien dit que les hommes chassassent dans la préhistoire ou pas, ou exclusivement ou pas. La question n'est pas là. C'est que j'ai bien dit que la force physique qui est dominante chez les hommes, de manière statistique, c'est comme ça, a généré dans le temps comme erreur, on peut dire, le machisme. C'était ça la question. Hein, on parle pas du tout de la question n'était pas du tout l'importance des uns et des autres. Là, c'est la question d'avant. Pourquoi le machisme existe? Le machisme. Alors, je pense que c'est une émanation. C'est lié à l'ego. On peut mettre des mots savants là-dessus. À l'ego, un certain ego masculin qui est que, comme c'est moi qui chasse, comme c'est moi qui protège physiquement, les forces spéciales militaires actuelles, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Hein. Et il y a des raisons. Il y en a très peu. Non. Il y en a très. Les forces spéciales sont masculines. Ah bah renseignez-vous, là, je connais bien les choses militaires aussi. En amont, pas au combat. Non, pas au combat. Si elles réussissent les tests, Non, mais pas au combat. Si. Non, mais ça, les Amazones, alors je ne connais pas l'histoire des Amazones, c'est une bonne question, mais historiquement, qu'étaient-elles véritablement? Non, mais c'est des guerrières, mais où étaient les hommes dans ce cas-là? Et on est quand même un peu dans la légende, hein. Je veux bien qu'on se penche historiquement sur le cas des Amazones. Factuellement, de nos jours, les forces spéciales, ce sont des hommes, il y a des raisons. Voilà, les gendarmes, ce sont des hommes. Mais de toutes, mais renseignez-vous. Donc, en tout cas, c'est pas... Non, pas au combat. Au combat, s'il y en a... Ben, peut-être, mais au combat direct, j'ai encore vu un reportage, voilà, en logistique, mais pas au combat, au corps à corps, c'est des mecs, il y a des raisons. Donc, je termine avec ça. C'est juste que le machisme est pour moi une émanation de la force physique, et je pense que c'est un défaut, ça ne remet pas en question les qualités complémentaires des uns et des autres au sein d'une société. C'est ça. La question, c'était ça. Le machisme n'est-il pas aussi une forme de leadership? Absolument pas. Et alors, pas du tout. Mais alors, 3000% pas d'accord, parce que, alors, je crois que c'est Didier qui l'a dit tout à l'heure, le machisme n'est pas du tout leadership, l'autorité n'est pas leadership. Le leadership, pour moi, c'est vraiment être en capacité de fédérer et d'amener les gens. C'est être moteur, ça ne veut pas dire j'estime que la femme ne vaut pas autant. Je ferai très court. Je sais pas que je suis pas tout à fait d'accord. En fait, je comprends ton point de vue, mais c'est juste que j'ai l'impression que là, en ce moment, le fait d'être macho et d'avoir une éducation pour être un macho, ça va être naturel pour eux de l'idée et de gérer des gens. Alors que peut-être qu'au niveau éducation pour une femme, on va moins nous apprendre à comment manager des gens, comment imposer ses idées, etc. Donc, je ne dis pas que c'est une vérité ce que je dis, mais je pense que dans l'éducation, nous les femmes, on a moins de bagages sur ça, de comment gérer, alors que chez un homme, ça va être plus naturel s'il a eu une éducation machiste. Après, je dirais qu'on peut retrouver ça, effectivement, dans l'éducation, on va retrouver ce positionnement, mais si par exemple on a une femme qui a été élevée dans un monde d'entrepreneurs et qui a eu l'image et le modèle, en fait, la modélisation du leadership, elle va l'incarner. Alors que si cette femme, une autre femme, n'a pas du tout ce modèle-là, elle ne saura même pas ce que ça veut dire leadership, en fait. Elle ne saura même pas ce que ça définit comme comportement, comme attitude, comme décision. Et c'est quelque chose qu'elle va devoir apprendre si elle en a besoin ou si elle y est confrontée. Et c'est pour ça, bon, je reviens sur le mot attitude, mais c'est vraiment un positionnement, une attitude aussi que l'on peut acquérir avec ce que l'on a à vivre ou la modélisation si jamais on y est pris dès le départ. Pour vous, mesdames, y a-t-il des dogmes dans le milieu de la danse ?
Alors, moi, cette question, elle m'a pas mal... j'ai mis un peu de temps avant de trouver une réponse. Parce qu'au début, je me disais non, en fait, il n'y a pas de... Je vois pas de vérité fondamentale dans notre job. Et puis, après, je me suis dit, bah si, en fait. Alors, c'est des choses qui sont en train de changer. Mais le culte du corps, pour la danseuse, pour moi, ça fait partie des dogmes de la danse. Heureusement, c'est en train de s'arrêter et on a des évolutions, etc. Mais pendant des années, il fallait que la danseuse soit très fine, très belle. Il y avait vraiment un attrait au beau qui était extrêmement important. Et moi, je l'ai beaucoup vécu en tant que danseuse parce qu'à tous les castings, on nous faisait passer sous la toise. On devait donner des books photos alors qu'on est danseuse, on n'est pas mannequin. Il y avait tous ces trucs-là. Et il y a des jobs que je n'ai pas eus parce que je faisais un 38 et pas un 34. Heureusement, c'est en train de bouger et j'espère que c'est bientôt fini cette ère. Mais du coup, ouais, quand j'ai lu cette question, moi, c'est le premier truc qui m'est dû à l'esprit, c'est ça. Ok, pour le coup, je comprends ton positionnement qui est dans des danses solo et pour le coup, nous qui évoluons dans des danses de couple et des danses latines où la culture, elle est vraiment sur la femme, elle a des formes et la femme, c'est beaucoup plus facile dans notre milieu d'avoir moins de critères esthétiques, en tout cas dans cette restriction. Après, non, moi, personnellement, je ne perçois pas de dogme parce que je ne souhaite pas rentrer dans ce cadre-là. Donc, si je n'y rentre pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Et donc, pour le coup, c'est vraiment, je pense, la façon dont chacun va positionner. C'est qu'est-ce qu'on autorise à la majorité d'imposer. Et comme je ne suis pas du tout dans ce genre de positionnement, je répondrai qu'il n'y en a pas. Oui. Alors, des dogmes... Je pense qu'il y en a, en tout cas, il y en a qui veulent avoir, oui, l'esthétique, etc. Et en même temps, je crois que c'est à chacun de s'émanciper individuellement. Si les gens s'émancipent, on fait tout ce que dit Maysan est très, très juste. Par contre, il y a des réalités. Je ne peux pas faire de portée avec quelqu'un qui... je dis ça parce que quand on vise un type de performance, je ne vais pas pouvoir faire de portée avec une fille qui fait 2 fois... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une question de corpulence et effectivement, elles vont être plutôt fines, etc. etc. Il y a des réalités auxquelles on peut... Mais ça n'empêche aucunement de danser. Alors, nous, au Caraïbes, c'est ce que disait Maysan, pour le coup, elle n'a pas spécialement le stéréotype de la caribéenne, où il y a des formes, etc. Donc, voilà. Maintenant, dès qu'on va faire de la scène en performance, c'est un autre type de prestation, même techniquement, même en termes de performance pure, il y a des logiques. Ce n'est pas tant l'esthétique que la nécessité qui est associée. Donc, une question qui m'a interpellé aussi. Alors là, je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit juste avant. Concernant les formes et le physique dans le métier, je rappelle que dans tous les métiers, il y a des critères physiques, X, Y, Z. Et on citait les militaires, par exemple. Vous n'êtes pas pilote de chasse si vous n'avez pas plus que 10-10 aux 2 yeux. C'est comme ça. Alors après, dans le monde du spectacle, évidemment, c'est plus relatif. Il n'y a pas mort d'homme ou mort de femme si on n'a pas tel ou tel critère. Mais chaque profession a ses exigences de taille. Moi, j'ai vécu ça aussi. Hein. Moi, je suis entré au Lido, je fais 1m79, j'étais un nain. Et j'y suis entré parce que j'avais telle qualité qui a pris le dessus. Mais on m'a mis aussi sous la toise. Voilà, tous mes copains faisaient 1m83, 4 et mon voisin de loge faisait 2 mètres. C'est comme ça. Donc chaque métier a ses critères. Ce ne sont pas des dogmes. Ce sont des critères liés à une profession, à tort ou à raison. Mais ce n'est pas des dogmes. Un dogme, c'est une vérité révélée. C'est bien sûr un terme qui est très religieux. Donc c'est une idée, c'est une affirmation du vrai qui n'est plus défendable, qui n'est plus critiquable et qui est imposée de force. Il y a des dogmes historiques, hein, des Galilées, la Terre est plate, sinon il va cramer, donc etc. etc. J'ai identifié, moi, dans la danse, quelque chose de similaire, c'est-à-dire des vérités établies qui ne se discutent pas ou peu. Il y en a une que j'ai identifiée vraiment en tant que dogme, c'est la danse classique et la danse supérieure à toutes les autres. Ça, c'est vraiment une idée très répandue. Alors, chez les danseurs classiques, pareil, je crois que ça évolue, Dieu merci, mais j'ai malheureusement, avec mon expérience, des raisons d'être un peu pessimiste, parce qu'on pensait que ça avait évolué.
il y a quelques conversations à droite à gauche, c'est quand même toujours rampant. Hein. La danse classique, c'est quand même la plus belle des danses, la meilleure, la plus ceci, la plus cela. Le reste, c'est quand même en dessous. Voilà, alors je parle tout à fait tranquillement dans ma peau, puisque moi je suis à la fois danseur classique, jazz, claquette, machin, donc je suis très bien dans ma peau avec ça. Ça, c'est un dogme. Ensuite, il y a ce que j'appelle des idées reçues qui sont tellement installées que ça devient presque des dogmes. C'est pas vraiment un dogme religieux, philosophique, mais c'est un peu une idée tellement installée. Alors j'en ai identifié deux. Il y a une, c'est vrai, c'est une question, vous l'avez peut-être posée, c'est que faites-vous dans la vie? C'est-à-dire, non, mais d'accord, mais que faites-vous pour gagner vraiment votre vie, votre vrai métier? Votre vrai métier, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est pas un dogme, mais c'est un peu l'idée que, non, quand on fait du spectacle, quel qu'il soit, on est forcément, voilà. Et le deuxième truc, c'est où on a une vie de famille, où on fait ce métier artistique. Voilà. Et ça, c'est pas vrai. Bien sûr, j'en suis un contre-exemple. Et j'en connais plein d'autres, heureusement. Voilà. On peut faire ce métier, on peut danser et avoir aussi des enfants et une vie de famille. Les dérives liées au machisme, qu'en pensez-vous? Selon vous, pourquoi cela arrive? En référence aux situations où les femmes vont se mettre dans des situations délicates, voire dangereuses, et où les hommes vont avoir des positionnements excessifs et inadéquats. Je trouve que c'est une question compliquée. Y répondre n'est pas simple parce que là, on dépasse, à mon avis, largement la sphère de la danse, puisque c'est un milieu dans lequel où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de danger. Alors, j'en reviens toujours au danger. Alors, il y en a quand même un peu. Danger physique. Bon, parlons du côté circassien et ou des portées acrobatiques telles que je les ai fait à bout de bras, où là il y a un danger physique. C'est-à-dire si un bonhomme décide qu'il a forcément toujours raison, et il peut mettre en danger ce que tu disais tout à l'heure qui était très juste. Et il peut laisser tomber sa partenaire parce qu'il n'en a rien à foutre ou parce que d'un seul coup il lui a pris la tête. Alors il ne fait pas le bon geste et paf, elle se ramasse. C'est arrivé, je l'ai vu. Donc là, il peut y avoir, ça peut être une conséquence d'une forme de machisme. Tu la fermes, tu m'emmerdes, et puis si tu continues à me prendre la tête, eh ben je lâche, et là tu tombes et il y a un accident. Voilà. Le reste du temps, c'est plutôt dans la danse des prises de tête. Voilà, pour plus que ça, et Dieu merci, ça s'arrête là. L'autre conséquence, elle est... Alors, je ne parle pas du monde en général, bien sûr, les conséquences du machisme, c'est j'ai des muscles, je m'en sers, on en revient à ce qu'on disait, je cogne qui je veux quand je veux, et surtout, notamment, là, c'est la question d'évoquer la question des hommes homosexuels, ça concerne, je crois, moins les femmes, plus l'homme homosexuel. J'ai bien sûr connu personnellement, notamment un copain avec qui je travaillais, qui s'était fait casser la gueule à la sortie d'une boîte de nuit, à raison de, si j'ai bien compris l'affaire, de son homosexualité qui avait été perçue et mal appréciée par des bons machos qui l'entouraient. Voilà, ça c'est du vécu et c'est une réalité. Il ne faut pas non plus la rendre systématique, mais c'est une réalité. Mais on n'est plus que dans la danse là. L'autre chose, c'est dans le spectacle, c'est un vrai sujet à part entière, c'est tous les trucs dont on a parlé récemment, c'est tous les balances ton porc, etc., etc. Et là, j'aurais un propos beaucoup plus hérétique, c'est-à-dire que je crois que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas l'horrible macho impresario qui exerce son pouvoir et qui viole des filles. C'est beaucoup plus compliqué, surtout à Hollywood, mais pas que là. Malheureusement, beaucoup de femmes jouent ce jeu et en fait, elles se font pas violer, elles passent sur le canapé parce qu'elles estiment que c'est l'outil de promotion indispensable, ce qui est faux quand on connaît le métier. Mais quand on ne le connaît pas ou quand on a les dents longues, on se dit après tout, un petit coup comme ci ou une petite pipe comme ça, si ça me permet d'avoir un rôle, c'est pas plus mal. Donc il y a un vrai danger là-dedans, mais le sujet est plus complexe qu'il ne paraît. Je l'ai vécu, moi, en tant que chorégraphe pendant un temps. J'ai eu un peu mon nom en télé. J'ai vu des nanas débarquer vers moi avec des sourires jusque-là. Je ne dis pas que je pouvais les coucher sur le comptoir et m'en occuper tout de suite, mais c'était pas loin. Vraiment, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Voilà. Donc là, il y aurait une forme de danger avec un mec vraiment macho qui veut en profiter. Il pourrait. Alors, juste, je vais essayer d'être rapide. En restant vraiment dans le milieu de la danse, en tout cas celui que je connais, je trouve pas que ce soit un milieu dangereux à proprement parler, en tout cas sur un plan physique, outre les cas que tu as pu citer. Bon, voilà, là, on est quand même le gars qui laisse tomber sa partenaire, on dépasse un stade. Hein, bon. Mais par contre, moi, ce que j'ai envie de retenir de cette notion de danger et de machisme, enfin, ou de situation, c'est vraiment qu'il y a deux faces à une même pièce. C'est-à-dire que on peut dire le machisme, et donc c'est les hommes qui jouent un rôle, mais en fait, les femmes jouent aussi malheureusement un rôle.
Et alors, c'est pas toutes les femmes, enfin, je veux dire, mais vous savez, c'est pas tous les hommes non plus. Comme c'est pas tous les hommes. Donc, du coup, ça devient, on peut pas en faire une généralité, mais il y a quand même cette idée que le machisme est alimenté autant par des hommes qui, en problématique, je parle du machisme hyper négatif, en problématique d'ego, etc., ont besoin, parce que finalement, la femme et l'enfant, comme je disais, c'est les derniers bastions de domination d'un homme. Il y a plus de guerre, etc. Bon. Mais c'est le rôle qu'ont à jouer et l'homme et la femme dans cette alimentation. Parce que c'est pas juste les hommes sont machos et les femmes subissent le truc. Non, il y a une vision de la femme d'elle-même, ou alors de leurs aspirations, ou alors de leur vision des hommes qui font que ça alimente un système. Voilà. Bon. Pour rebondir sur ce que Christophe a dit, pardon, je vais encore te contredire. Non, juste sur le côté balance ton port, de dire que les femmes en jouent sur le fait de dénoncer des violences sexuelles. Je trouve que... là, oui, mais t'as dit quand même qu'elles en jouaient, qu'elles pouvaient jouer du fait de ça. Après, c'est juste modérer les propos sur ça et faire attention parce qu'il peut y avoir des victimes qui nous écoutent et j'en fais partie. Donc, c'est toujours un petit peu difficile d'entendre un homme dire oui, il y a des femmes qui peuvent jouer de ça, etc. Alors que les hommes sont quasiment jamais condamnés. Donc, juste sur ça, on modère le propos. C'est tout. Juste ça. Alors pour le coup, je suis un homme, on va dire, mais j'ai pas vécu comme ça. J'ai vécu comme certaines femmes vont dans ce système-là en espérant, alors qu'il y en a d'autres qui sont tout à fait victimes sans aucun problème. Donc après, la généralisation devient un peu compliquée. Je vais juste rejoindre Estelle, pardon. C'est juste dans la formulation, c'est plus pour les personnes qui ont été victimes, ou en tout cas qui se sont laissées embarquer là-dedans. Avoir juste des propos, c'est mon côté un peu féminin et cool. Pour une femme, c'est peut-être difficile à entendre, surtout si elle est en phase de reconstruction sur quelque chose comme ça. Voilà. Effectivement, par rapport à la phase de reconstruction que tu évoques, Maïsan, et des personnes qui peuvent nous écouter par rapport à ce qui aurait pu être vécu, dans le sens de la dérive au niveau du machisme, effectivement, on peut retrouver beaucoup de choses. Cela dit, c'est vraiment faire attention et prendre conscience de... C'est-à-dire qu'à un moment donné, et là je partirais vraiment sur un accompagnement où une personne qui est victime justement de violence dans un cadre comme ça, ce serait la première chose déjà, ce serait déjà de regarder ce qui s'est passé et de voir en amont, qu'est-ce qu'il y a en amont, et mettre la conscience par rapport à ce qu'il y a en amont de l'agression. Et le cadre dans lequel les choses vont se faire. C'est la première chose déjà que j'amènerais, ce serait de prendre conscience sur le contexte et de regarder qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'événement arrive. Parce qu'au niveau du machisme, il y a l'acte, il y a le positionnement, mais il y a aussi le contexte. Et le contexte dans tout ce qui se passe, dans toute situation qu'on peut retrouver qui part dans la dérive, c'est vraiment important de voir dans le positionnement de l'un et de l'autre dans un contexte. Ce n'est pas uniquement les personnes. Et je dirais de faire très attention à ça. Pour finir, une question pour vous, mesdames. Est-ce que dans le monde de la danse, on retrouve le déséquilibre financier homme-femme au niveau rémunération ? Alors moi, je distinguerais deux choses. Le poste... Alors après, je parle que de mon expérience. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour les danses de couple. Pour ce qui est du poste de danseur, dans ce que moi j'ai pu avoir en tant qu'expérience à la télé, en événementiel, etc., j'ai jamais observé de différence de cachet entre le poste d'un garçon ou celui d'une femme. Par contre, ils n'avaient... Alors, c'était pas sur tous les contrats, ça dépendait, mais ils avaient moins de parties à apprendre, donc moins de répétitions que nous. Donc, c'était à salaire égal, mais il n'y avait pas tout à fait le même nombre d'heures de répétition. Donc ça, en tout cas, c'est que pour mon milieu, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres. Et par contre, sur le poste de professeur ou de chorégraphe, là, j'ai vu des différences de dingue en termes de salaire. Et j'ai aussi vu des collègues à moi qui n'osaient pas demander un salaire décent parce qu'il y a un espèce d'inconscient collectif qui fait qu'un homme, on va forcément déjà un peu plus valuer son CV qu'une femme et se dire, bah oui, mais c'est le chef de famille, donc lui, il doit forcément avoir un bon salaire, alors que nous, c'est forcément une activité accessoire. Donc on a un peu plus de mal à vendre sur ça.
Et là, pour le coup, je ne vais pas vous donner des noms, etc. Mais j'ai des exemples précis de collègues où j'ai fait exactement le même job, où j'ai été moins bien payée avec un salaire, avec un CV plus élevé. Donc voilà, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vu dans les postes de danseuse, par contre. Alors pour le coup, dans le milieu dans lequel moi j'évolue, j'ai été à 2 positions, à la position de leader et à la position de juste danseuse. Et concrètement, moi, quand j'étais en poste de leader, j'ai absolument pas mis de différence dans les salaires. On reçoit la même chose. Après, il y a un plus pour le chorégraphe ou la chorégraphe, évidemment. Et quand je suis en poste de danseuse, je n'ai pas la sensation qu'il y ait du tout de différence. Et je pense qu'au contraire, il y a une tendance à vouloir homogénéiser les choses. Voilà. De mon expérience, alors j'ai 2 exemples très concrets amusants. J'ai une compagnie de music hall, pareil, pas de nom, qui pratiquait encore, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai bossé pour elle, une bizarre différence de salaire entre les hommes et les femmes. Ça, je l'ai vécu. Il y avait 10 balles de moins. Le cachet du monsieur était supérieur de 10 balles au cachet de la fille, pour des raisons obscures et multiples, remontant à longtemps. Et au Lido de Paris, où j'ai travaillé à l'inverse, un truc amusant aussi, nous finissions donc à 2h du matin, après la douche, et les filles avaient le taxi pour les raccompagner, mais pas les bons hommes. Nous, il fallait qu'on rentre par nos propres moyens. L'émission touche à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Oui, alors du coup, moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Visual Act, et bientôt sur mon site internet également. Voilà, et j'ajouterais juste pour donner un mot supplémentaire qu'il est important en fait de se faire confiance et d'écouter ses propres choix intérieurs, vraiment son être profond pour pouvoir savoir que ce soit de l'ordre du machisme ou de l'ordre de oser, c'est vraiment s'écouter soi. Et vraiment aller dans la profondeur de la connaissance de soi pour pouvoir agir de manière optimale et juste avec soi-même. Alors, moi, on peut me retrouver sur les réseaux, donc il faut juste taper Estelle Gouillet. Et je donne cours dans le 20e au Centre Mamboy et à Sceaux dans le 92. Vous pouvez nous retrouver à l'Académie Salsa-Bor à Beaubourg, donc c'est à Paris dans le quartier des Halles, à Beaubourg, et aussi à Nation. Alors je dis vous pouvez nous retrouver, mais à partir du 14 juin, puisque pour le moment on est en arrêt. Et sinon bien évidemment en tapant salsabor.fr et tous les réseaux sociaux et associés. Voilà. Alors effectivement avec l'Académie Salsa-Bor, avec la compagnie Afro-Caribbean Soul, que ce soit sur Facebook ou Instagram, et sur mon profil perso, Maïssa Nassaf. Et pour ceux qui habitent dans le 77, je donne des cours avec l'association Latina Salsa, et donc voilà, ce sera un petit coup sympa pour eux. Eh bien, vous pouvez me retrouver là où je donne mes cours de claquettes, dans un studio qui est Villa Wagram, dans le 17e arrondissement. Et j'ai mon site internet qui parle de mes cours, etc. un petit peu. Je ne m'étends pas trop là-dessus d'ailleurs. Il y a plutôt des images de ce que j'ai fait pour prouver que je suis, pour les gens que ça intéresserait, un vrai professionnel de scène, puisque ce que je transmets, j'insiste là-dessus, ne se limite pas au comment on fait des claquettes, mais il y a un esprit, on en parlait beaucoup, justement une confiance en soi. Enfin, ça vient de toute une histoire, une fantaisie aussi qui vient de tout ce que j'ai vécu, beaucoup de choses drôles. Et donc le site c'est claquetteparis.fr, claquette au pluriel, paris.fr, basta. Et le reste, rien de plus. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt.